Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Midara. Cette fois-ci, je vais essayer, alors je vais pas expliquer absolument toutes les règles, je vais essayer de penser à la plupart des règles qui vous serviront à vos débuts de partie. Donc le mouvement, l'attaque, les différents types d'actions possibles que vous voyez ici. euh, et qui vous permettront de démarrer. Donc, je vais charger immédiatement. Hop, une petite illustration. Alors, je vais charger le départ. Hop. Donc, il est allé chercher les assets. Pas de monstre en haut cette fois-ci, si vous avez regardé ma première vidéo, parce qu'il n'y a tout simplement pas de monstre disponible lors du. Enfin, pas de monstre disponible, pas de monstre placé dès le début du scénario. Donc, il faudra qu'on aille chercher euh, tout ça à la main dans les différents containers qui sont là. Donc quand je dis chercher à la main, bah, ouais, c'est dans ici la boîte. Alors il y a une petite typo. Hein. Hop, par exemple, si on vous demande d'aller chercher un Gévaudan, bah hop, vous allez le chercher. Si vous cherchez le nom du, par exemple, un Kevsicle, hop, vous voyez, il y a le Kevsicle numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, ils sont numérotés tous puisque euh, pour faire faire le lien entre les points de vie du monstre, etc. Il y a tout un système pour pouvoir le faire. Voilà, donc je sors mes 4 personnages et je vais un petit peu les utiliser comme base pour pouvoir, hop, comme dans la vraie vie, les ailes de Rémi sont, hop, comme dans la vraie vie, les ailes de Rémi sont insupportables. Voilà. Donc il y a une espèce un magnétisme des cases pour les figurines, mais Ken, l'auteur du mode, a expliqué il est obligé de faire pas des cases qui font exactement la taille de ça. Il a été obligé de faire des cases. Il y a 4 cases dans une case en fait. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu, voilà, parce qu'il est possible de se placer légèrement comme ça. C'est pas complètement libre. Donc bon, c'est pour ça. Voilà, vous voyez, il est sur la diagonale. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il avait été obligé de faire ça, mais en tout cas, il dit que c'était absolument nécessaire pour ajuster les pions ou les trucs comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait le setup. J'ai lu éventuellement, enfin, j'ai lu le texte d'intro tout en haut. Donc, vous voyez tout ce qu'il vous a demandé dans la vraie vie de sortir, les tuiles, les terrains. Donc, la tuile UM1, UM9, UM11. Le terrain 1 fois obstructing, c'est le petit terrain rouge ici. Obstructing, ça veut dire qu'on peut pas ni voir ni passer à travers. Il y a un totem bleu, un totem rouge qui sont. Alors ça, oui, c'est faut faire tab. Ça permet d'indiquer à quelqu'un, ça fait un petit bruit. Mais je pense pas que vous ayez le son de TTS. Et voilà. Donc ça, ce sont des totems. Ça permet de cacher des choses dans le scénario. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Un loot bleu ici. C'est un coffre. Hein. Et la sortie bleue qui est là. Donc le scénario nous précise que pour gagner le scénario, il suffit qu'un aventurier termine son tour sur la sortie bleue. Et on perd si tous les aventuriers ont été vaincus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on prend le Red Revealer rouge et on regarde s'il y a une récompense spéciale. Vous voyez, il y a quelque chose d'écrit. Et on continue vers la partie. Alors si quelqu'un perd le prologue, c'est que ça ne va pas être gagné hein, le scénario. Et il y a un certain nombre de règles spéciales liées à ce scénario-là. Donc le rocher ici, qui est là, le terrain, hop, il peut être poussé parce que vous voyez qu'il y a des trous en haut et à gauche, enfin au-dessus et en dessous du rocher là. Donc c'est un terrain hop, un adversaire adjacent à ce pion-là, enfin un héros adjacent à ce pion-là, va pouvoir faire un test spécial que je vous expliquerai tout à l'heure quand je ferai les actions.
Une on-counter action, c'est un type d'action qui demande un point d'action. Et faire un test de force 10. S'il réussisse, il peut pousser le rocher dans un des trous et on retire le pion. Voilà. Ensuite, il nous explique que comme c'est un espèce d'examen d'entrée, euh, on va être noté et il va falloir noter les points. Si on réussit en 5 rounds ou moins, 12 points, 6 rounds, 10 points, etc. Chaque fois qu'on tue un Cave Sickle, ouais, c'est marqué 2 points. Pour chaque, bon, vous le voyez pas forcément, mais très bien sur la vidéo YouTube. Je sais pas à quel point on peut zoom, enfin ça va être de qualité, mais à chaque fois qu'un des aventuriers est vaincu, moins 5 points. Voilà. Ensuite, vous avez différentes sections cachées. Si vous ramassez le coffre bleu, je vous expliquerai comment on fait. On lit ce qu'il y a. Alors des fois c'est du trésor, des fois c'est un piège, des fois ça déclenche ça déclenche autre chose complètement différent. C'est l'intérêt de cacher une partie des informations. Et ensuite, vous voyez, il y a deux totems, le totem bleu et le totem rouge. Dès que vous voyez, vous avez une ligne de vue sur ces totems, et ben on lit ce qui est écrit. Ça va être souvent quelque chose de caché qu'on ne voit pas au départ. Par exemple, il y a des monstres derrière ce mur. Donc dès que vous passez l'angle, oh, vous voyez les monstres. Et hop, on lit ce qui est écrit. Et bah ça va nous donner un certain nombre d'instructions pour pouvoir le faire. Voici les différents persos. Alors je vais aussi faire une mini introduction très très rapide. On va pas faire le scénario en entier là. De l'univers. En gros, c'est la base, c'est notre monde à nous. Il y a un monde parallèle qui s'appelle Midara. Dans ce monde-là, on peut passer d'un monde à l'autre via des espèces de portails magiques. Les habitants dans Midara, quand on passe dans l'autre monde, on acquiert généralement des capacités magiques et parfois des transformations. Par exemple, pas tout le monde, mais voilà, Rémi a chopé des ailes au moment où où elle a changé de monde. Mais ce qui est très important, enfin, ce qui est important à comprendre, c'est que les humains dans Midara, quand ils sont sur Midara, ils sont éternels. Donc ils sont pas immortels, on peut les tuer, mais ils sont éternels, donc ils ne vieillissent pas. Donc pour avoir des enfants, ils sont obligés de retourner sur Terre, d'avoir leurs enfants, et là, pour éviter de vieillir un peu inutilement, une fois qu'ils ont eu l'enfant, ils le laissent sur Terre, ils le confient à quelqu'un qui va l'élever pendant 20 ans. Il y a tout un système pour surveiller les enfants, etc., voilà, par des agents spéciaux. 20 ans après, quelqu'un va venir les voir et leur dire, bon, écoutez, en fait, voilà, il y a un monde magique, vos parents veulent vous voir, ça peut se passer de manière un peu différente. Et en gros, ils sont ramenés à un portail, on les fait traverser, ils arrivent dans le monde de Midara, on leur explique un petit peu tout, ils ont 2 ans de espèce de formation. Donc cet univers-là est technologiquement complètement dépassé parce que les gens ont la magie. Donc quand il y a la magie, la technologie, il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas vraiment d'énergie fossile, etc. Il n'y a pas de pétrole. Donc les gens utilisent la magie pour faire tout ce que nous on fait. Donc c'est un monde médiéval fantastique. Sauf qu'une partie des gens qui n'ont pas 800 ans, bah eux ils viennent d'arriver, ils ont appris la techno d'avant, donc bon il y a des côtés un peu modernes si vous regardez. Voilà. Les lunettes ici, elles sont assez modernes, etc. Bon, bref, c'est un espèce de mélange, un peu à la Final Fantasy, je sais pas combien, mais voilà, c'est un mélange entre. Alors, le monde en lui-même, hein, c'est médiéval fantastique, voilà. Bon, il y a des magiciens, voilà. Et donc, après à la fin de ces 2 ans, il y a un examen, et au moment de cet examen-là, on, on les note, et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est en fait le prologue du jeu qui sert de tutoriel. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que chaque personnage a un setup de départ déjà défini avec une discipline, c'est-à-dire une compétence, des items déjà prédéfinis,
mais à la bon, c'est pas un spoiler, à la fin du prologue, une fois que vous aurez fait, je sais plus combien, 4 ou 5 tout petits scénarios, vous, vous aurez le choix de complètement prendre ce que vous voulez. Vous avez un budget en or, le groupe a tant d'or à dépenser, et, vous avez tous une compétence à pouvoir choisir. Et donc, vous pourrez à ce moment-là partir vers ce que vous voulez. Mais ils ont fait un build de départ qui permet d'éviter d'avoir à choisir entre les, je sais plus, 120, 150 disciplines qui sont rangées là, rangées dans 5 écoles différentes. Voilà. Donc, je vais un peu expliquer avec, par exemple, avec qui on va prendre Rook, tiens. Donc ça c'est la feuille du personnage. Donc vous voyez, tout en haut, il y a 3 pions rouges et deux ronds, 3 ronds rouges et 2 ronds gris. Donc ça, ce sont les points d'action. Ça veut dire que tous les tours, vous regagnez 3 points d'action. Quand je dis tous les tours, c'est à chaque fois que vous allez rejouer. Comme l'initiative n'est pas est aléatoire, vous n'aurez pas forcément des points tous les rounds. Alors un round c'est tout le monde joue un tour. Un tour c'est un personnage joue son tour. Une figurine joue. Donc chacun a son tour. Donc ce qui veut dire que si vous jouez au premier tour par exemple, et en dernier au dernier tour, bah, vous allez avoir un long moment au milieu où vous n'aurez pas de points d'action. Les points d'action peuvent aussi être utilisés en défense, ce qui veut dire qu'il faut des fois être un peu prudent, entre guillemets, et se dire, bah ouais, mais si jamais, donc il y en a qui n'ont pas aimé ce changement-là, c'est en fait très très bien, mais il faut absolument l'intégrer en disant, si jamais je suis, si jamais, pardon, si jamais j'ai, je perds mes mots, je suis un petit peu désolé. Mais si jamais j'ai la malchance d'être dans ce cas au pire, comment je m'en sors quand même quoi. Donc en gros, il va falloir faire un petit peu gaffe à ce que vous faites. Bah, si vous vous mettez dans une situation dangereuse, bah, vous pouvez soit vous dire bah ouais mais bah, j'ai pas de chance, etc. Soit vous dire que bah, vous avez mal joué quoi. Euh, donc là, voilà. Pourquoi 5? Parce que vous ne pourrez pas dépasser 5. Donc on peut faire un petit peu d'économie d'un tour sur l'autre, mais vous ne pouvez pas faire 10 points d'action au prochain tour parce que vous n'avez pas joué pendant 3 tours, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, en dessous, il y a un certain nombre de capacités spéciales, des passifs, des pouvoirs qui exhaustent, c'est-à-dire qui sont utilisables une fois par... Enfin, alors une fois par tour. Qui sont utilisables une fois. C'est comme une carte à Magic, on tape la carte et au début de votre prochain tour, au moment où vous gagnez vos points, bah, vous récupérez votre carte. Je vais vous en montrer pas mal, des cartes comme ça, hein. Tous les items ont plein de capacités comme ça. Ça c'est une capacité, lui il a un truc une fois par combat, etc. Donc lui il a 14 points de vie au lieu de 12, donc il a plus de points de vie que les autres. Il peut équiper un consommable en plus, donc genre une potion quoi. Au lieu de 3, il peut en avoir 4. Et il ignore l'effet négatif d'avoir le tag heavy. Comme il est fort, le tag heavy c'est par exemple sur une armure lourde, où lui, bah là, dans ce cas-là, comme il a 2 marteaux, et ben, il gagne le tag heavy, je vais vous le montrer. Ça devrait réduire son mouvement de base. Ce n'est pas le cas pour lui. Ensuite, son score de conviction de base. Les convictions, c'est les dés qu'on lance, pour pouvoir résister aux effets magiques. Hop. Donc, lui, il lance 2 dés pour faire ses jets de conviction, mais en fait, c'est tout le monde. Hein. De base, qui seront potentiellement améliorables par ses équipements. Et quand il lance un sort, s'il a des sorts à lancer, il lance de base un dé violet. Bon, c'est tout le monde a les mêmes stats de base. Hein. En tout cas, pour les 4 premiers persos, ça c'est certain. Ensuite, en bas à gauche, vous avez 5 compétences. Enfin, 5... pas compétences, 5 caractéristiques. La présence, le lore, donc la connaissance, l'agilité, la perception et la force. Pour faire un test de ça, bah, vous prenez 2 dés. Alors, quel dé? Toujours ces dés-là. Les dés de conviction peuvent être améliorés par l'équipement. En revanche, quand on fait un test de ces caractéristiques-là,
et ben on lancera toujours ces deux dés là. On lance le dé, hop, donc ça fait 7 et un 8. Les symboles dans ce cas-là ne comptent pas. On rajoute, par exemple, c'est plus 4 si je fais un test de présence. Et voilà. Donc c'est utilisé quand? La plupart du temps, par des événements en jeu. Par exemple, faites un test d'agilité pour éviter le rocher qui vient de vous tomber dessus. Difficulté 10. Si vous faites 10, ils vous disent lisez ça. Vous faites écrabouiller, vous faites repousser, etc. Si vous passez, ça marche. Voilà. Ça peut être un test d'agilité, un test de. Là, par exemple, voilà. Donc là, je vous ai dit, pour pouvoir pousser ce rocher-là, vous lancez 2 dés, vous rajoutez votre force et vous regardez si vous faites 10, puisque là, le livre nous a dit que c'était 10 la difficulté. Ensuite, en bas à droite, vous avez 3 caractéristiques spéciales. Le nombre, votre vie, le nombre de points de vie maximum. Donc lui, il a 14 alors que les autres ont généralement. Enfin, les autres ont 12. Pardon. Les autres ont 12. La défense, c'est le score que les ennemis doivent faire pour vous toucher. J'en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, le mouvement de base. Tout le monde, les 3 persos, ont 6 points de mouvement. Donc, quand vous faites une action de mouvement, vous gagnez 6 points. Donc je vous l'expliquerai. Donc ça, c'est la première chose qui vous sert. Ensuite, vous avez 4 objets, on va dire, principaux. Vous avez 2 armes à une main ou une arme à 2 mains, comme vous verrez tout à l'heure, Rémi a une arme à 2 mains. Donc comment est-ce que vous le savez ça? Vous voyez un petit main, hop, en haut à gauche, avec 2 marqués à côté. Hop. Ici sont des armes à une main. Un corps. Alors le corps, c'est bon là, ce sont des lunettes. C'est plutôt généralement une sorte de pendentif ou ça vous donne de la défense de base, donc et des pouvoirs bien entendu. Quasiment tous les items dans le jeu ont 1, 2 ou 3 pouvoirs. Par exemple ici vous avez un pouvoir passif, un, un flip, donc un pouvoir utilisable une fois par groupe de rencontres. J'y viendrai tout à l'heure. Une armure, donc ici qui n'a qu'un pouvoir. Et vous avez également d'autres types d'items. Alors, vous avez des potions. Alors, des consommables. Donc, si vous regardez là, en haut à droite, c'est marqué consommable x3. Donc, ici, vous allez mettre 3 consommables, jusqu'à 3 consommables, pardon, qui sont. Je ne me souvenais pas qu'il avait que ça, lui, quand il commence le scénario, mais qui sont disponibles immédiatement. Donc à votre tour, généralement, vous pouvez les dépenser. Alors, le problème, c'est qu'on est censé les mettre tous sur cette case-là, parce que à gauche, là, c'est un accessoire. Et c'est un autre type d'item qu'on n'a pas au départ. Et à droite, vous avez le droit à 3 objets dans votre backpack que vous pourrez échanger via une action spéciale. Bon, je pense que pour que ce soit plus simple de voir tous les items et de ne pas oublier que vous avez une potion de soin, vous avez ceci ou cela, à terme, je pense que le plus simple, ce sera de les... hop. À terme, ce sera de les mettre en haut, ceux que vous êtes prêts à équiper, et puis ceux qui sont dans votre backpack, le mettre là, ou... Bon, trouver une solution, je pense que c'est mieux de les mettre comme ça. Vous avez le droit à 3 reliques, vous n'en avez pas au départ. C'est des objets un petit peu divers et variés, quoi. Et vous avez un certain nombre de compétences qui sont liées à votre personnage, quoi. Il n'y a pas de classe. On peut taper dans toutes les écoles, faire un mélange de absolument toutes les écoles. Le seul prérequis important, c'est il y a des pouvoirs de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et pour pouvoir prendre un pouvoir de niveau 2 d'une couleur particulière parmi les 5, il faut avoir le pouvoir du niveau d'avant. Donc pour avoir un 2, vous n'avez pas le droit de prendre direct un pouvoir niveau 2 de ça, Sanctus, qui est l'école de sort de soins, buff, etc. Enfin voilà quoi. Donc je vais essayer de rien oublier. Donc voilà, donc ça c'est la base des personnages. Maintenant, alors qu'est-ce qui joue en premier? C'est Rook justement. Bon, j'ai de la chance. Donc Rook.
ou qu'il est ici, vous avez ici, hop, je suis désolé des allers-retours hein, si je vous donne la gerbe, vous avez ici toutes les actions standards que vous pouvez faire. Donc les actions standards, pour un point, vous dépensez un point, vous avez le droit de faire une action de mouvement. Donc ça vous donne immédiatement vos points de mouvement. Contrairement à certains jeux, on ne peut pas fractionner son mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 cases, une autre action et faire 4 cases, les 4 cases qui restent. C'est pas possible. Dans ce jeu, il faut terminer une action avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est une des règles très importantes du jeu. Donc si vous faites que 2 points de mouvement, bah, vous ne pourrez plus bouger après, sauf si vous avez d'autres capacités que votre action de mouvement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut faire qu'une seule action de mouvement par tour. En revanche, au moment où je fais mon action de mouvement, je peux dépenser des points d'endurance supplémentaires, enfin des points d'action supplémentaires, pardon, pour faire plus de mouvement. 2 points de mouvement pour un point d'action. Donc là, par exemple, je dépense un point d'action. Je suis... Il est où? Je suis ici. Alors, comment se passe le déplacement dans ce jeu? Pas de déplacement en diagonale, sauf si vous avez un objet ou une capacité qui vous permet de le faire spécifiquement. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de mouvement. Voilà. Donc là, vous avez différents types de terrains. Ces terrains-là, que vous voyez là avec les doubles chevrons, sont des terrains difficiles. Ça a plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, pour sortir d'une case comme celle-ci, il faut 2 points de mouvement. Également, pour sortir d'une case, quand vous traversez, vous avez le droit de traverser les alliés, mais quand vous sortez d'une case dans laquelle il y a un allié, ça vous coûte 2 points de mouvement. Sortir d'une case où il y a un allié et un terrain difficile, c'est pareil, c'est du terrain difficile. L'eau coûte aussi 2 points de mouvement pour sortir des cases. Il faut vraiment bien se mettre ça en tête parce qu'au début, comme il y a beaucoup de jeux où c'est quand on rentre dans la case qu'on prend 2 points de mouvement, par exemple sur les terrains difficiles, dans descente par exemple. Là, c'est quand on sort de la case, donc il faut y penser un petit peu. Pas de mouvement en diagonale. Quand on sort des cases, on a une pénalité de mouvement, 2 points de mouvement, généralement pour sortir d'une case. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas traversé la case qui est devant moi de Nightingale. Sinon, ça m'aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour par l'autre côté parce que ce que je pouvais. En revanche, le fait que Rook reste ici ne pénalise pas ceux qui restent après parce qu'il va pouvoir sortir. Les autres, pour pouvoir sortir de sa case, c'est pareil. Là, si Rook dépense un deuxième point d'action, il a 2 points de mouvement supplémentaires, mais il fait juste une case de plus puisque sortir de cette case-là, ce sera ça. Donc on va dire qu'il va faire ça, mais je vais expliquer en fait les différentes cases, les différentes actions. Donc ça, avec un point, on gagne sa valeur de mouvement. S'il y a des bonus, on gagne plus que 6, quoi, mais de base 6. Plus au moment où on le fait, on dit bah non, je dépense plus de points. Donc là, vous voyez, j'ai descendu mon nombre de points de 3 à 2. Alors, on gagne les points d'action. Ces 3 points d'action, on les gagne au début de son tour. À soi. Donc là, par exemple, Rook aurait dû les gagner au début de son tour, sauf au premier tour. Au premier tour, tout le monde commence avec ses 3 points d'action pour éviter que quelqu'un se fasse attaquer avant qu'il ait pu jouer, avant qu'il ait pu avoir des points d'action pour pouvoir réagir. Parce qu'on peut se défendre avec des points d'action, on peut esquiver. Donc pour éviter que quelqu'un se fasse défoncer au premier tour sans avoir aucune possibilité de répondre, au premier tour, tout le monde les gagne, tout le monde gagne ses 3 points d'action. Ensuite, pour 2 points d'action, j'espère que vous voyez bien, mais il y a des petits ronds rouges à gauche. Pour 2 points d'action, vous pouvez attaquer. Donc comment on attaque? Il n'y a aucun moyen dans le jeu où on ne lance qu'un dé. Vous voyez ici, j'ai un dé blanc en haut à gauche de mon marteau. Donc hop. Et j'ai 2 marteaux comme ça. Donc quand j'ai 2 armes, je lance 2 dés. Un dé provenant de chaque arme. Donc vous voyez, hop, il y a un dé blanc en haut. C'est une arme de corps à corps parce qu'il y a la petite épée sous le nombre de mains. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais sortir une fiche d'ennemi. Hop. Au hasard. Ouais, bon, ça va.
Cave Sickle, c'est ce que vous allez un peu rencontrer pas mal au départ. Donc vous voyez, les Cave Sickle en bas à droite, ils ont une défense. C'est marqué 8 de défense. Juste le deuxième rond rouge. Alors je peux pas pointer là. Je peux le pointer ici, je pense. Hop, voilà. Ici, il a 8 de défense. Donc pour pouvoir le toucher, il va falloir faire 8. Donc comment je fais? Je dépense... Alors il faut que je sois adjacent là, puisque c'est une arme, une attaque de contact. Hop, c'est pas ces dés là, hein, bien sûr. Donc je prends ces 2 dés blancs. Je lance ça. Hop, 6. Bon, j'ai pas fait 8, donc quoi qu'il arrive, j'ai raté. Vous voyez, il y a des petits symboles ici. Si vous regardez tout en bas de la carte, pour 2 boucliers, je fais plus 2 physical damage. Et pour une étoile, je fais plus 1 physical damage. Sur les faces des dés, hop, je veux vous montrer une autre face, ouais, c'est bien ça. Vous avez étoile, bouclier ou livre. Ces armes-là ne font rien avec les livres. Mais pour pouvoir compter ces symboles, il faut absolument que vous ayez touché. Donc tout à l'heure avec mon 8, je ne touchais pas. Donc là, on va faire le cas où j'ai fait un super score. Là, j'ai fait ce dé-là. Donc je fais 13, si c'est 7, 13 pour toucher. Comparé à 8, c'est bon. Donc là, je fais 13. Je compte tous mes symboles supplémentaires. Je fais 13 de base. Donc plus 2 physical damage par groupe de 2. Donc j'ai 2 groupes de 2 boucliers. S'ils étaient sur des dés différents, bah, on les ajoute quand même. Donc si jamais il y a un bouclier en trop, bah, il est perdu, puisque c'est que par groupe de 2. Après, il y a d'autres armes hein, qui font des choses différentes. Et les étoiles. Donc comme il y a 2... Donc ça fait plus 5 dégâts. 13 et 5, 18. 18 dégâts. Donc pour savoir combien je fais réellement de dégâts, bah, je soustrais d'abord la défense. Enfin, je soustrais la défense et l'armure. Donc vous voyez, il a 0 d'armure, 8 de défense, moins 18. Il prend 10 de dégâts. Il avait 6 points de vie. Je l'ai tué en un coup. Si je lui ai fait moins, eh ben, je lui mets ses dégâts. Donc quand on met en place... Hop, excusez-moi. Il me faut les compteurs de points de vie. Comme je connais pas encore le mode très très bien, je sais pas où ils sont rangés. Ils sont là. Hop. Donc quand je fais la mise en place, bah, je mets... Hop, on dit qu'il n'y a qu'un seul mec rouge. Hop. Donc il a ça. Ça c'est le nombre de dégâts qu'il fait. Si je lui avais fait que 2 de dégâts, hop, je lui mets qu'il a 2 de dégâts. Et je continue mon tour. Donc voilà, ça c'est le principe de base de l'attaque. Je regarde si j'ai pas oublié. Alors l'armure ne va donc s'appliquer que si on est touché. Ça nous empêche pas de nous faire toucher. Mais en revanche, bah, c'est la défense qui... La défense, elle sert à la fois pour encaisser les dégâts, mais avant tout donc la défense, c'est mieux que l'armure, quoi. Voilà. C'est pour dire que la défense, c'est mieux que l'armure, puisque l'armure ne compte que si vous êtes touché, quoi. Si vous n'êtes pas touché, comme on ignore les symboles, voilà, c'est parfait. Donc... sauf que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Si vous regardez tout en bas, enfin l'avant-dernier pouvoir, Empower. Donc ça permet de lancer le dé noir supplémentaire quand vous faites une attaque. Hop. Ça vous coûte un point d'action. Au moment où, par exemple, si j'avais 3 points d'action au début de mon tour, je disais bah, je fais une attaque et j'empower l'attaque. Donc je dépense tous mes points d'action. 3 points, 2 points pour attaquer, 1 point pour Empower. Donc là, je lance tous mes dés. Donc là, sur ce dé-là, ça va vous donner des symboles supplémentaires qui feront des dégâts. Mais en revanche, hop, vous avez une chance sur 6. Hop. Vous avez une chance sur 6. Il faut que je trouve la bonne case. Voilà, de faire la 13, ça. Si vous faites la tête de mort sur le nez noir d'Empower, ça fait 0 de dégâts, quoi qu'il arrive. On ne regarde même pas les autres dés, c'est un miss, quoi. Ça miss automatiquement. Donc c'est risqué de vous donner une chance sur 6 supplémentaire de rater. Mais ça vous donne plus de symboles pour faire plus de dégâts. Ça peut être utile par exemple si vous tapez des gens qui ont beaucoup d'armure. Si vous avez beaucoup d'armure et que vous peinez, etc. Si vous regardez bien les marteaux, vous avez un petit pouvoir exhaust là, Empower. Donc ça, exhaust en fait, ce serait
c'est taper la carte. Donc les pouvoirs de type exhaust ça tape la carte. Alors on ne tape pas les cartes, on ne tape pas les cartes, on ne tape pas les cartes et on met un petit token exhaust dessus pour dire que le pouvoir est utilisé. Hop, hop. Bon, je sais pas si on le met dessus, on s'en fiche un peu. Ça veut dire que le pouvoir est utilisé, même si une carte a été exhaust pour un pouvoir, le bas de la carte, le reste de la carte continue à fonctionner. On peut toujours attaquer. Vraiment désolé. On peut toujours attaquer avec sans problème. S'il y a des bonus passifs avec la carte, on peut toujours attaquer. Enfin, on peut toujours les utiliser, etc. Donc là, ça permet d'empower sans dépenser de points d'action. Donc on dépense 2 points, on tape une de ces cartes. Donc on ne pourra plus réutiliser le même pouvoir à ce tour-là. Mais comme vous avez deux... Voilà. Donc plus de dégâts, mais plus de chances de rater. Alors, il y a certaines capacités spéciales sur les armes qui disent par exemple combo, Warhammer ou Shield. Donc s'il y a ça, ça veut dire que si votre autre arme a les mots-clés, vous voyez tout en haut, soit Warhammer, soit bouclier, vous gagnez 1 de défense, c'est le petit symbole, le petit classe, 1 d'armure, pardon, excusez-moi, et vous regagnez le mot-clé Heavy. Donc le mot-clé Heavy a deux effets. Premièrement, ça vous diminue votre mouvement de 1. Et deuxièmement, si on vous pousse ça, par le courant de l'eau ou si un monstre vous fait un effet de push, vous diminuez cette valeur de 1. Si on vous push de 2, on vous push que de 1. Heureusement, Rook ignore un tag heavy par marteau. Et c'est bien marqué que cette capacité, cette habilité ne stack pas avec un autre marteau. Donc là, si vous avez 2 marteaux, vous ne gagnez pas 2 tag heavy et 2 d'armure. Vous gagnez 1 d'armure et une fois le tag heavy. Donc lui, il continue à se déplacer à 6 cases sans problème. Donc pour tous ces valeurs qui vont changer là, il y aura à terme un petit compteur ici qui va montrer les points de vie maximum, la défense, l'armure, le mouvement, etc. Parce que tout ça c'est modifié par vos pouvoirs. Par exemple, ce corps-là, tout en haut à gauche, vous avez plus 1 en défense. Donc, ça veut dire que Rook, tous les persos je pense, commencent avec 10 en défense, 9 sur leur fiche, plus 1. Donc là il y aura un moyen plus facile que de ne pas oublier qu'on a des bonus partout. Il commence avec cette armure, son maximum de points de vie augmente de 2. Donc au lieu d'être 14 de base, lui, il a 16 points de vie maximum. Et il a 2 d'armure de base. Donc quand il a ses 2 marteaux, il a 3 d'armure. Donc à chaque fois qu'on lui fait des dégâts, il retire 3, il retire sa défense plus son armure. Donc il encaisse 13 de base avant de prendre son premier dégât. Le deuxième effet que je voulais mentionner de ces cases de terrain difficile, c'est que ça vous donne ça donne moins 1, ça vous donne 1 de défense de plus. Donc par exemple, quand il est ici, si on l'attaque à distance ou au corps à corps, on s'en fiche, l'adversaire en fait, l'adversaire a moins 1 sur son jet d'attaque. Ça change pas grand chose. Et donc il peut le misser. Il va le miss plus facilement. C'est pas un d'armure, c'est en gros c'est 1 de défense supplémentaire ou moins 1 d'attaque sur l'adversaire. Mathématiquement, ça revient exactement au même. Maintenant, je vais expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des attaques? Il n'y a pas d'attaque à distance. Mais je vais expliquer des attaques. Il n'y a pas les héros n'ont pas d'attaque ont pas d'attaque à distance. Mais certains ennemis pourront en avoir. Je vais vous sortir un Cave Sickle. Enfin, je vais vous sortir un monstre, n'importe qui. Hop, on s'en fiche. On dit que lui, il a une attaque à distance. Donc, comment on compte les cases? Alors, quand on compte la portée, par exemple, s'il a une attaque... Alors, je vais vous montrer une attaque à distance. Si vous voyez... Si vous voyez le deuxième losange au milieu, je vais zoomer et je vais pinguer. Si vous regardez ça, il y a une condition, s'il a un adversaire à portée 4, range 4, il fait une attaque à 4 de range. Alors, la portée, ça se joue pas comme les déplacements, on compte les cases en diagonale. Donc là, par exemple,
le rook est à une, deux, trois cases de portée de cette figurine-là. Dans, euh, dans donc en gros, si on comptait le mouvement, il était à bien plus. Il était à un, 2, 3, 4 cases. Mais comme on compte pas le mouvement, il est à 3 cases de portée. Ce qui veut dire que s'il était là, si on compte pas le rouge, il peut le toucher. S'il est ici, bah, il est à 5 cases de portée. Donc il peut pas le toucher. Ensuite, il lance ses dés d'attaque, mais ça protège. Donc si jamais il traverse une case où il y a du terrain difficile, il a -1 pour toucher. Donc, et ce n'est pas cumulatif. Donc c'est un effet qui ne fonctionne qu'une fois. Comment on compte la portée? On fait de centre à centre. Comment on calcule la ligne de vue? On fait de centre à centre. Donc on fait du centre de cette case-là à sa case à lui. S'il était ici, il traversait cette case-là pour pouvoir le toucher. Il avait -1. Ici, il a -1 aussi parce que lui, il est dans le couvert, mais aussi la ligne qui part. Alors, je vais vous sortir une règle. Hop, voilà. La, la, la ligne qui part. Bon, j'étais pas très bien visé, mais la ligne qui part de ce centre-là. Ah non, pardon. À ce centre-là, ne passait pas par ça. Donc, il n'y avait pas. Bah oui, je suis bête puisque je suis en miroir enfin, je suis en symétrique entre les deux cases. Donc là, par exemple, si Rook était sur une case normale, il n'avait pas le malus, parce que la ligne ne passe pas par la case qui est juste devant lui. Donc il n'avait pas le -1, mais comme Rook, il est là. Voilà. C'est le seul effet. On peut tirer au corps à corps. On n'a pas de malus particulier pour tirer au corps à corps. Voilà. Il y a une règle importante dans le mouvement que j'ai un petit peu oublié. Si jamais vous sortez d'une case qui est contrôlée par un adversaire, vous vous prenez alors, ce qui s'appelle une break attack. En gros, c'est comme une attaque d'opportunité. Si vous passez de là à là, ou si vous reculez, ou si vous allez là, l'adversaire vous met une attaque gratuite. C'est une attaque gratuite, ça vous donne un coup. En revanche, chaque adversaire n'a qu'une seule attaque gratuite. Donc par exemple, si je suis là, je viens là, il me fait une attaque. Si je viens là, il me fait pas une deuxième attaque parce que cet adversaire-là, il a touché. En revanche, s'il y a un adversaire là, la première mouvement, lui, il me fait une attaque. Le deuxième mouvement, l'autre, comme je passe dans sa truc. On peut attaquer au corps à corps en diagonale. J'ai pas précisé, mais on peut attaquer au corps à corps en diagonale. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour les règles de combat de base, de mouvement. Maintenant, euh, je vais expliquer ces autres pouvoirs. Donc, oui, je vais peut-être, non, je vais finir les, les actions. Donc, en troisième action, il y a les on counter action. Les on counter action sont soit activer un loot, soit faire une action qui est prévue pour le scénario. Donc là, par exemple, le livre nous dit, en utilisant une on-counter action, c'est-à-dire un point d'action, vous pouvez faire un test de force pour pouvoir tenter de pousser et faire le test de force en lançant 2d6, rajouter votre force, pouvoir pousser le rocher. Voilà, donc ça sert à ça. Les on-counter action, donc vraiment ce qui est prévu dans le scénario, ce qui vous est annoncé, et les cartes loot. Ensuite, vous avez pour un point d'action, vous pouvez vous rééquiper. Alors ça vous permet deux choses. On peut prendre des objets appartenant au mec qui est à côté. Ça vous permet aussi de changer vos items actifs. Donc les items qui sont dans le pack, vous pouvez les prendre et les mettre dans votre en actif quoi. Par exemple, vous pourriez avoir une arme à distance dans votre pack. Vous utilisez un point pour mettre vos deux marteaux dans votre backpack et avoir deux armes, une arme à distance, un arc à deux mains par exemple, ou deux arbalètes à une main. Voilà. En revanche, si jamais vous rangez un objet qui a un token, il garde le token. Vous ne pouvez pas tricher comme ça, bien entendu. Une capacité qui a été exhausted et puis vous ne pouvez pas tricher. On peut pas donner d'objets. Donc on prend les objets et on se rééquipe soi-même.
Quand on loot, on a le droit à une action de rééquipe automatique gratuite en plus. Ça permet de, si vous tombez sur une arme, je sais pas, si vous dans un coffre, vous en équipez automatiquement. C'est gratuit. Euh, voilà, j'ai pas expliqué l'esquive. Donc quand on vous attaque, avant de voir le jet d'attaque, vous pouvez esquiver. Donc ça dépense de base un point d'action. Vous lancez le dé noir. Hop, bon là je l'ai lancé, ce qui est un peu con. Et vous rajoutez 1 à votre défense. Donc vraiment c'est puissant. Pour chaque bouclier. Le reste ne fait rien. Le tête de mort c'est fait 0. Et les bouquins ça fait 0. Donc là je rajoute 3 à ma défense. Qui est de 10, 9 pour moi. Plus 1 de mon corps. Ça fait 13 pour me toucher au lieu de 10. Donc non seulement ça réduit mes dégâts. Mais en plus ça lui donne plus de chances de rater. Et de ne même pas compter ces symboles. Vous avez également des objets. Hop. Ici par exemple. Qui permettent de dodge. En exhaust c'est marqué. Exhaust dodge. Au début, c'est marqué exhaust dodge. Et si tu réussis à dodger, donc si tu réussis à ne pas prendre de dégâts sur l'attaque du tout, vous avez le droit de counter, qui est, je vais vous expliquer tout de suite, faire une attaque, bien sûr, en réponse. Ensuite, pour un point, vous pouvez empower, je vous l'ai expliqué, donc quand vous attaquez. On peut également empower un spell, donc je vous expliquerai comment on lancera un sort quand on y sera. Et pour 2 points, vous pouvez contrer de base. Donc, comment ça se passe? Si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un vous attaque et vous rate tout simplement, qu'il vous reste 2 points d'action, vous pouvez contrer, vous pouvez contre-attaquer. Faire une attaque normale, voilà. En revanche, le seul souci, c'est que ça coûte cher, ça coûte autant de points. En revanche, si vous avez dodge, par exemple avec un point, que ça a marché, bah ça vous coûte que 1 point de contre-attaquer. Donc c'est un petit peu plus fort. Cet item là est très fort. Gratuitement, il permet de dodge, et si tu dodge, de contre-attaquer. Donc c'est un item qui est très fort, mais qui n'a pas d'armure. Voilà. Qui donne du mouvement, mais qui donne pas d'armure, contrairement à cette armure là. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir expliquer? Donc il y a des pouvoirs une fois par rencontre, vous voyez, une fois par encounter, quand on vous fait des dégâts, vous ignorez tous les dégâts physiques d'une armoire d'une attaque qui vient de vous être faite. De base, tous les dégâts sont physiques, sauf les dégâts des sorts qui sont des dégâts magiques. Quand ça arrive, vous prenez ça, vous mettez le token, c'est une fois par rencontre. Hop, vous ne pourrez plus utiliser le pouvoir du tout de cette rencontre-là. Alors, c'est le corps qui est ici, il a un passif Conviction Upgrade blanche. Donc de base, tous les persos, c'est marqué là-dessus, lancent 2 dés violets pour se défendre. Et eux, ils améliorent un de leurs dés comme ça en dés blancs. Les dés blancs sont mieux que les dés violets. Hop. Alors ils vont aussi jusqu'à 7, mais au milieu il y a un saut un peu différent. En fait, ça va de, je crois que ça va de 2 à. Alors hop, bon, ce dé là je me souviens pas. Hop. Non. Voilà, ça va de 2 à 7, alors que le dé violet ça va de 1 à 7. Il y a un trou au milieu, alors qu'il n'y en a pas sur le blanc. Donc le dé est là. Pour pouvoir avoir 2 améliorations de dés, il faut avoir 2 Conviction Upgrade, blanc, n'importe quelle couleur. Si vous en avez 3, vous lancez toujours que 2 dés, mais vous prenez les 2 meilleurs parmi tous vos upgrades. Et aussi, il y a des pouvoirs qui sont flip. Donc ici, quand il fait un conviction check, il réussit automatiquement. Donc quand il le fait, avant de le lancer ses dés, il dit bon, c'est bon. Alors flip, c'est un pouvoir un petit peu spécial. Donc vous avez exhaust, c'est une fois par tour. Enfin, une fois, vous ne le récupérez, c'est-à-dire qu'au début de votre prochain tour, vous retirez tous les exhausts de votre personnage. Au début de votre tour à vous. Vous avez les une fois par encounter, qui sont ça. Et vous avez les flips. Alors les flips, en gros, on ne se soigne pas automatiquement à la fin de tous les encounters. À la fin de tous les encounters, quoi qu'il arrive, on remonte à la moitié de ses points de vie. Si vous avez été mis au sol KO, vous revenez à la moitié de vos points de vie. Donc si vous avez moins, vous revenez à la moitié de vos points de vie. Et selon les scénarios,
ici, dans la récompense de ce que vous réussissez ou ce que vous ratez, vous avez ou pas le mot-clé Restore. Donc le mot-clé Restore, ça vous permet de récupérer tous vos points de vie et de récupérer tous vos pouvoirs qui sont flip. Donc quand on flip, hop, on appuie sur F, on tourne la carte et on n'a plus le pouvoir. Le pouvoir. Donc vous voyez le passif il fonctionne toujours. Vous avez toujours +1 en défense, en haut à gauche, mais vous ne pouvez plus l'utiliser et vous avez le droit de le déflipper si jamais à la fin d'une rencontre on vous dit restore. Voilà. Ensuite, ici, c'est un pouvoir utilisable une fois par rencontre. Donc, les pouvoirs utilisables une fois par rencontre, bah, c'est exactement pareil, vous prenez un token comme ça. Donc c'est sa capacité de base, hein, vous n'êtes pas obligé de garder celle-là à terme. C'est un sort de soin. Donc quand il le fait, il gagne 2 heal tokens. Donc ce sont ces tokens-là. Hop. Donc il gagne 2 heal tokens. Donc les tokens, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc vous pouvez défausser le heal token, dépenser 1 SP et une figurine, n'importe laquelle, en SOI. Alors SOI, je vais vous expliquer, c'est la sphère of influence. C'est la zone dans laquelle vous pouvez lancer les sorts, je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous ne pouvez pas en avoir plus que 4 des heal tokens. Vous soignez de 6 points de vie. Heal 6, ça veut dire vous soignez de 6 points de vie. Si le gars il a 3 points de dégâts et que vous soignez 6, bah vous soignez que de 3 en fait, hein, concrètement. On ne peut pas monter au-delà de son maximum. Et en plus de ça, il a un passif disant que quand il utilise des heal tokens, après l'avoir utilisé sur quelqu'un d'autre que lui-même, donc pour soigner quelqu'un d'autre que lui-même, il regagne 1 SP. Donc il faut avoir 1 SP, on le dépense, on soigne quelqu'un d'autre, on regagne le SP. Voilà. Si on se soigne soi-même, ben ça coûte ça. Alors, il y a un effet qu'il faut bien prendre en compte, c'est à la fin d'une encounter, s'il n'y a pas marqué Restore, on garde tous les tokens de abilities, tous les tokens ronds comme ça. Il y a des tokens ronds, des tokens carrés. Donc les tokens ronds, ce sont des tokens liés à des capacités qui sont quasiment toujours positifs, disons. Et on les garde. On les garde. Donc genre les heal tokens. Donc on peut en accumuler plus de 2 en fait, jusqu'à 4. Si l'encounter d'avant on les a pas utilisés. Ensuite, les tokens carrés qui sont soit des effets positifs, soit du poison, etc. Ceux-là, on va les défausser. Ils seront défaussés automatiquement. Ok, donc en gros, au début de la rencontre, vous l'utilisez. Vous mettez le petit token qui est là. Vous ne cachez pas votre pouvoir, quoi. Et vous mettez vos 2 tokens dans votre zone pour pas que vous les oubliez. Et vous n'oubliez pas votre passif de pouvoir. Ok, donc je vais expliquer la sphère of influence. En fait, ce que j'ai oublié de vous expliquer tout à l'heure, c'est pour pouvoir, qu'est-ce qui bloque la ligne de vue? Toutes les lignes rouges ici, si vous traversez une ligne rouge quand vous tirez votre trait, si vous, ça bloque la ligne de vue, bien entendu. Les figurines ennemies bloquent la ligne de vue. Donc, par exemple, si, hop, Rémi est là, cette figurine-là peut pas tirer à travers Rook pour pouvoir toucher Rémi. Donc ça, c'est le range, c'est les attaques à distance. Si jamais Rémi a un arc et tente de toucher lui, quand on traverse une figurine alliée, on a -1 pour toucher. Et c'est valable pour les ennemis. Si on traverse 3 figurines ennemies, c'est pas cumulatif. En revanche, si Rémi attaque le Gévaudan là, sa ligne traverse non seulement le terrain difficile qui est là, mais aussi Rook. Il a donc -2 à son jet pour toucher. Donc il faut quand même un petit peu se positionner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, une règle que j'ai oubliée, que j'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a des règles de flanking. Si, quand je fais une attaque au corps à corps uniquement, pas à distance, je suis placé comme ça à l'opposé d'un adversaire, j'ai +1 pour toucher. Voilà, donc ça fait un petit bonus. Ici, ou si on est comme ça,
Donc ici, là, en gros, ça annule le bonus de couverture que cette figurine-là en étant dans le cover. Voilà, dans le terrain difficile. Hop, j'essaye de rien oublier. Oui, pourquoi j'en allais là? C'est quand on lance un sort, c'est pas, il n'y a pas de notion de ligne de vue, pas vraiment. C'est ce qu'on appelle SOI, Sphere of Influence. Là, on ignore, il n'y a pas de gêne, etc. Il n'y a que les murs, les bords de tuiles ou les murs rouges qui comptent. Donc on peut traverser les ennemis, contrairement on peut lancer un sort sur un ennemi qui est derrière un autre ennemi. Il n'y a pas de notion d'ennemi qui bloque la ligne de vue de quelqu'un d'autre. J'essaye de ne pas oublier, mais il y a vraiment enfin il y a pas mal de petites règles quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le prologue, là je vous explique plus de règles que ce que vous avez réellement besoin. Euh, 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 vous allez avoir ici un rappel de la règle de flanking. Voilà, parce que en gros, vous avez un monstre qui est difficile à toucher et ils vont vous rappeler la règle de flanking en disant que tu peux avoir +1 pour toucher si vous vous positionnez bien. Donc il y a pas mal de petites règles qui sont rappelées dans les différents dans les différents éléments qui vous aideront un petit peu à avancer. Alors, j'en étais où? Dans les différents types d'actions, je pense que j'ai tout cité. Alors, ça vous... Je suis désolé, hein, mais ça vous... Enfin, cette vidéo, j'aurais dû commencer par là, mais elle vous permettra pas de jouer à 100% absolument tout. Voilà. Bon, bref, je vais finir là-dessus. Enfin, je vais pas finir là-dessus. Je vais expliquer... Donc, j'ai expliqué le type de pouvoir. Alors, je vais expliquer juste... voilà, je vais expliquer juste ça. Regardez, donc là, cette arme-là, lui, il utilise un talisman, elle utilise un talisman magique et une épée longue. Donc, si elle attaque au corps à corps, donc son talisman, c'est pas une baguette de projectile magique, hein, il donne son bonus de dés au corps à corps. Donc, elle a un dé violet ici et un dé blanc. Vous regardez tout en haut. Mais en revanche, c'est marqué combo light, finesse orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que son dé blanc au lieu de son dé blanc, il améliore son dé blanc en orange, son dé à lui, si l'autre item a le mot-clé light. Donc comme par hasard, son autre arme a le mot-clé light. Donc là, au lieu de lancer un dé blanc, un dé violet, il lance un dé orange, un dé blanc. Le dé orange étant légèrement meilleur que le dé blanc. Ensuite, il a une combo. Est-ce que son autre arme est une épée? Bon là, ça marche pas, ça lui faisait +1 de dégâts. Est-ce que son autre arme est une épée longue? Combo longsword, ça marche pas. Ok. En revanche, ce que ça lui fait lui, c'est que avec cette arme-là, pour chaque 2 boucliers, il fait +2 physical damage. Et celle-ci, pour chaque livre, ça fait +1 magic damage. Et pour chaque étoile, il fait +1 magic damage. L'intérêt des magic damage, on les rajoute, c'est que ça passe à travers l'armure. Quand quelqu'un, par exemple, si vous avez un ennemi qui a 8 de défense et 5 de dégâts, et que vous faites, allez, admettons 8 ou 9 pour toucher, plus 3 de dégâts, 3 dégâts physiques, ça fait 9 pour toucher, 12 dégâts physiques, alors que l'ennemi, il encaisse 8 de défense plus 5 d'armure. Donc il encaisse 13. Normalement, vous ne le ferez aucun dommage. Avec cette combo-là d'items, vous faites votre score pour toucher, si vous touchez, plus vos symboles d'épée en dégâts physiques, vous les retranchez. Et en plus, vous faites les dégâts magiques. Donc à ce moment-là, ça passe à travers les dégâts physiques. C'est toujours la même règle, il faut quand même avoir touché avec les chiffres purs pour pouvoir appliquer ça. Je commence à avoir la gorge un peu sèche. Je suis désolé. Et voilà, et maintenant je vais aller au casting. Donc elle a un sort, c'est la seule du groupe qui commence avec un sort. Elle lance, c'est marqué Cast Spell 6 Exhaust. Donc vous voyez à gauche, il n'y a pas de... Mais est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que je vais avoir un pouvoir qui le fait? Non. Bon, il y a certains pouvoirs comme ça qui sont
qui utilisent des points d'action. Celui-ci n'en utilise pas, c'est gratuit, on exauce, donc c'est utilisé qu'une fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre dé de casting, ici un dé violet, mais si vous regardez bien... Ah non, je croyais qu'il avait un custom upgrade. Mais il n'en a pas. Donc il lance un dé, elle lance un dé violet. Elle rajoute 6. On ne compte pas de base. On ne regarde même pas les symboles qui sont sur le dé. Ça ne fait rien pour le casting. Il y a une petite exception, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc ça fait 7. Ensuite, votre adversaire doit se défendre contre cette attaque de 7. Ça fonctionne légèrement différemment. Donc il n'y a pas de défense passive magique. Mais il y a le jet de conviction. Donc si vous voyez tout en bas, il a un dé blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je pense que oui. Il a un dé blanc, un dé violet pour se défendre. Il ne compte pas ses symboles non plus. Il lance un dé blanc, un dé défense. Si lui il fait 7 ou plus, il arrive à se défendre. Il faut d'abord lancer le dé là. Si jamais vous avez des moyens de relancer par un moyen ou par un autre, vous dites stop, ok, c'est mon jet, quoi qu'il arrive. Et ensuite, l'adversaire lance ses dés et se défend. Et comme on se défend, si on fait égal ou plus, vous arrivez à vous défendre. C'est pas si l'attaquant fait égal, ça fonctionne pas. Alors ensuite, pour un point d'action, comme pour les... hop, là on pourrait taper ça. Alors, pardon, c'est exhaust. C'est exhaust. On exauce ça, on dépense un point et on ne peut empower le dé. Donc exactement de la même manière. Alors ça fonctionne un peu comme le dé de combat. Donc cette fois-ci, on ignore toujours les symboles qui sont sur ce dé là, mais on rajoute plus 1 à notre jet d'attaque, enfin à notre valeur de sort, par symbole livre. Donc ici ça ferait 6 sur la carte, plus un 7 et un 8 parce qu'il y a un bouquin. Et donc l'adversaire, au lieu de se défendre contre 7, il se défend contre 8. Voilà. Ça doit être fait avant d'avoir vu son dé à soi et avant d'avoir vu ça. Donc elle commence de base avec un item passif. Quand elle fait une attaque ou un sort qui cible un adversaire, elle est obligée d'empower. Elle ne peut pas ne pas lancer le dé. Le défaut, c'est quoi? C'est que si vous faites le crâne, bon, bref, vous allez me faire confiance, il y a un crâne. Hein. Si vous faites le crâne, non seulement le sort il est raté, l'adversaire il fait même pas son jet, mais quand c'est de la magie, vous prenez 3 de dégâts magiques. Direct, vous prenez 3 de dégâts magiques, tant pis pour vous. Hop, je suis vraiment désolé. Donc ça c'est les sorts, je me demande combien de temps va durer cette vidéo. C'est les sorts. Donc ici par exemple lui il va commencer avec un pouvoir qui est très très fort. Si vous avez 2 armes à une main, vous tapez ce truc là, pardon, vous exhaustez ce truc là et ça fait une attaque gratuite. Hop, une attaque gratuite, ça vous coûte pas 2 points d'action, vous tabassez, ça vous fait ça. Je vais mentionner les effets qui seraient un petit peu spéciaux. Donc ici, votre corps, il vous donne 2 d'armure, 1 de défense, 2 points de vie, 1 de défense, et vous pouvez l'exhaust. Donc vous ne le récupérez que lorsque vous rejouerez pour dodge gratuitement. Ici, vous dodgez gratuitement, et en plus, si vous avez la dodge, vous faites un counter. Donc elle a beaucoup de moyens de dodge gratuitement, mais elle n'a pas beaucoup d'armure. Donc lui, hop, bon après vous lirez les pouvoirs. Lui, donc ça, c'est un des rares moyens de se déplacer en diagonale. Donc si vous tapez cette carte, vous exhaustez cette carte là, vous faites une case en diagonale. Alors attention, c'est très important. Comme on ne peut pas interrompre une action par une autre action, ça c'est une action, enfin c'est pas une action mais c'est une ability. Une ability ne peut pas interrompre une autre action. Vous ne pouvez pas faire une case en diagonale au milieu de votre mouvement. Vous êtes obligé de le faire avant ou après avoir dépensé vos 6 points de mouvement, etc. Alors attention, il y a certains... Hop, ici, sa shirt là, elle lui donne plus 1 en mouvement. Donc elle a 7 en mouvement de base. 6 plus 7, plus son, plus 1. Ensuite,
Quand il dodge, il peut relancer son jet de dodge s'il exhaust. Il a des passifs. Enfin, je pense que je vais peut-être pas tout expliquer en fait, sinon ça va être compliqué. Donc les deux épées courtes, en gros, elles ont toutes les deux finesse white. Donc au lieu d'être 2 des violets, c'est 2 des blanches parce que chacune fonctionne pour l'autre. Celle-ci, comme l'autre est light, il gagne ça. Et vous pouvez également exhaust. Donc il faudra choisir si vous exhaustez pour le pouvoir de diagonale ou pour le deuxième pouvoir. Si l'autre est light, ce qui est le cas, hein, parce que c'est à la fois des sword sword et light, vous pourrez relancer un de vos dés après avoir fait votre jet d'attaque. Ça c'est très très fort. C'est très très fort. Donc là elle a une arme à deux mains. Quand elle fait des dégâts, elle exhauste pour faire des dégâts en plus avec le bouquin. Sa capacité de base, c'est qu'elle n'a pas d'attaque gratuite, mais elle fait quoi qu'il arrive, toutes ses attaques font un dégât en plus, et en plus elle peut exhaust euh, 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 son pouvoir pour relancer un ou plusieurs dés de d'une attaque qu'il vient de faire. Bon. Maintenant, je vais juste parler d'un truc qui est capital. Voilà. Donc, vous avez les totems ici. Allez, je vais faire ça. Et je vais terminer par les monstres, je pense. Quand un monstre joue. Donc là, les totems qui sont là, si vous avez une ligne de vue, dès que vous avez une ligne de vue, vous vous interrompez. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est pas grave. Donc il y a une gomme, hein, je me suis trompé. Bon bref, dès que vous avez une ligne de vue, donc en gros si vous êtes là, alors là derrière je suis pas sûr. Hop. Hop. Ici, je pense que, enfin, faudra regarder mieux. Mais a priori non. Mais dès que quelqu'un va passer ici ou même ici, là, c'est sûr que vous avez la ligne de vue. Vous touchez rien. Vous stoppez. Vous allez dans le bouquin. Donc là, c'est le totem bleu. Donc faut pas l'oublier, hein. Si vous voyez le totem bleu, je vais revenir au scénario de base. Hop. Et ben vous lisez ça. Et bon, vous vous doutez bien qu'il doit y avoir des ennemis quelque part. Qu'il n'y a pas juste. Il n'y a pas juste. Enfin, il y a des ennemis quoi. Là, je l'ai sorti, mais j'ai sorti des ennemis, mais voilà. Donc vous suivez les instructions, vous prenez le révéleur rouge que je vous ai montré lors du premier scénario. Je vais le remontrer ici, lors de la première vidéo. Vous le prenez, vous le mettez là, vous lisez. Alors là, vous approchez, hein, puisque et comme un con, je l'ai rangé dans le mauvais sac. Hop. Donc il y a ça c'est très très important. Alors, la condition de victoire, c'est de finir. Un personnage finit son tour sur la sortie bleue. Vous pouvez toujours, tout à fait, si vous êtes en danger, vous vous sentez en danger, rusher la porte et oublier le coffre, oublier ceci, cela. J'ai oublié. Je vais parler d'un truc quand même, parce que ça va être très important pour vous atteindre ce coffre-là. Vous pouvez sauter. Alors Rémi, elle vole, donc il n'y a pas de souci. Elle peut passer au travers des obstacles. Elle peut pas rester en revanche sur un trou à la fin du tour puisqu'elle est obligée de se reposer. Elle l'évite pas quoi, c'est pas magique. Hein. Donc elle peut pas s'arrêter au milieu de son mouvement. En revanche, vous pouvez sauter. Donc quand on saute, si jamais on saute une seule case, donc si votre figurine, elle saute de là à là, vous faites un jet d'agilité force 10, enfin difficulté 10, pardon. Donc vous prenez votre agilité, vous prenez vos 2 dés violets, vous lancez vos dés. Si vous ratez, vous êtes mort. Bon, voilà, c'est tranquille. Ensuite, si jamais, hop, au moment où vous commencez votre saut, bon, elle vole donc elle sautera jamais. Vous avez un pote. Alors la valeur d'agilité, hein, c'est entre 2 et 5, hein, donc vous voyez. C'est quand même pas gagné, surtout ceux qui ont 2, genre Rook qui par exemple il saute pas beaucoup. Hein. En revanche, Rook il peut lancer les gens, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Quand quelqu'un tente ce saut là, il prend son agilité, la force de Rook. Et il y a une autre règle qui dit que s'il y a quelqu'un adjacent, alors là ça marche pas. Là. Hop. Si c'est bon. Adjacent à la case dans laquelle vous deviez retomber,
Lui, il a le droit, après, quand il a vu que vous aviez raté votre jet, il a le droit de faire un jet de difficulté 10 d'agilité pour tenter de vous rattraper. Bon. Ça, c'est 10, c'est la difficulté de base. Si jamais vous sautez plus que une case, bah c'est plus 2 par case supplémentaire. Donc par exemple, si vous partez d'ici, hop, 1, 2, hop, vous avez 2 cases de vide. Ça veut dire difficulté 12 pour sauter de là à là. Voilà. Comme vous allez en avoir besoin là, j'essaie d'oublier aucune règle. Bon là, faut pas oublier que quand vous êtes ici, hein, vous êtes passé devant le totem rouge. N'oubliez pas ça. Maintenant, quand un adversaire joue, quand c'est sa carte de lancer. Donc si jamais on vous demande de sortir des cartes en dehors du tour, il va falloir que vous alliez chercher les cartes d'initiative. Hop. Donc ça c'est les Kevsicle numéro. Tout en haut c'est marqué 1 à 3. Donc vous allez chercher. Hop, j'ai mis des trucs. Vous allez chercher la carte de Kevsicle 1 à 3. Si vous les voyez, alors si vous les faites apparaître au milieu du tour, donc c'est quelqu'un qui passe devant enfin qui voit un totem, qui voit un élément, hop, on dit faites apparaître 3 Kevsicle autour de tel endroit. Si c'est Zik qui l'a révélé, on mettra manuellement le Kevsicle, ils vont jouer juste après la personne. C'est automatique, ils joueront juste après la personne. Et le tour reprendra. Et ensuite, au prochain tour, quand on fait reset, l'initiative sera déterminée complètement. Quand il y a des morts, on retire la carte. Quoi. Voilà. Ensuite, ok, donc quand un ennemi joue, chaque ennemi a son propre tour. Donc chaque figurine fait son propre tour et lit dans l'ordre tous les trucs. Donc tout en haut, vous avez des pouvoirs, vous avez des pouvoirs passifs. Donc lui, les Kevsicle, comme ils filent du poison, en gros, ils sont immunisés au poison. Et ensuite, ils ont Hive Mind, donc ils sont plus forts quand ils sont nombreux. Vous regardez tous les autres Kevsicle qui sont dans leur SOI au moment où ils attaquent, et leurs dés, ou au moment où on les attaque, et leurs dés sont augmentés. Donc vous voyez, de base, tout en bas à droite, c'est marqué Combat Dice, 2 dés blancs, donc quand il attaque, 2 dés blancs s'il est tout seul et qu'il voit personne. Donc là, ce qui compte, c'est la SOI, donc vous gênez pas leur vision. Donc c'est comme si c'était un lancer de sort. C'est vraiment une espèce de grande sphère de 5 cases par 5 cases autour de lui. Puisque c'est la SOI de base de tout le monde, c'est 4. Sauf mention spéciale. Donc pour que ce soit à 4 de vous, c'est un grand cube, enfin un grand carré de 5 par 5. Bon, vous verrez, hein, vous comprendrez quand vous le mettrez sur le plateau. Et donc là, suivant le nombre de personnes qui voient, entre 1 et 4, au moment où il fait son attaque, il a soit un des blancs, un des jaunes s'il en voit, un des blancs, un des violets, un des oranges s'il voit un seul mec, 2 des voilà. Ensuite, vous voyez un petit symbole de défense, donc les 2 épées et le bouclier. Ça veut dire que si vous l'attaquez alors qu'il voit trop de copains, il a plus 1 et il a plus 2 si jamais il voit 4 copains. Bon, cette carte-là, elle n'en fait apparaître que 3 d'un coup, mais il peut y avoir, hein, il y a 6 figurines dans le jeu. Hein. Bon, ça, vous le saurez, vous l'auriez su si vous avez déballé le paquet. Quand il voit 3 gars au moment où il attaque, 3 en dehors de lui, hein, c'est lui plus 3. Il empower ses attaques automatiquement. Il lance le dé, alors c'est turquoise style, le dé orange à 3 et le dé noir automatiquement. Donc il peut miss, mais aussi il peut faire beaucoup de dégâts s'il touche. Voilà, donc plus ils sont nombreux, plus ils font mal. Ensuite, on va lire les losanges. On regarde. Est-ce qu'il a un adversaire adjacent? Si on dit oui, on lit ce qui est écrit en dessous et on sort de la routine, il a fini son tour. Sauf si à la fin de ce paragraphe-là, c'est marqué Continue Down. Si c'est Continue Down, on va au losange suivant. Donc là, s'il a quelqu'un d'adjacent, il fait ce qu'il est marqué, il fait une attaque de corps à corps contre l'adversaire adjacent qui a subi le plus de points de dégâts, etc. Alors, ensuite, je vais expliquer un truc très important parce que ça va avoir lieu. Il y a marqué FU, c'est pas fuck you, c'est follow up. Je vais peut-être me faire striker par Google, mais comme j'ai pas de pub, on s'en fout. Hein. Enfin, j'ai pas de pub. En tout cas, je suis pas monétisé moi.
on ne fait l'étape de follow-up que s'il a touché. Donc s'il a, alors, que s'il a touché. Ils peuvent toucher mais faire 0 de dégâts. Alors ça arrive, par exemple si quelqu'un a beaucoup d'armure, on peut le toucher et faire 0 de dégâts. À ce moment-là, on fait l'étape de follow-up. Donc là, s'il touche, en plus d'avoir fait ses premiers dégâts, il refait une attaque contre la même cible. Et s'il retouche, il a un autre follow-up qui derrière refait une attaque. Donc s'il commence son tour adjacent à quelqu'un, s'il a vraiment beaucoup de chance, il peut attaquer 3 fois la même personne et le défoncer. Voilà. Mais à la première fois où il rate, bah, la chaîne de follow-up, elle est finie. Et on sort de sa routine, son tour est fini. Ensuite, donc si on répond non, si la personne adjacente au début de son tour, bah, on lit le losange suivant. Est-ce qu'il y a un adversaire à portée 4 ? Donc, il faut qu'il le voie. Donc à portée 4. Donc ça, on est dans le range 4. Donc on est dans les règles de tir. Donc on est interrompu par les figurines alliées. Donc si jamais il a un pote devant lui, il a ça. Enfin, s'il a un pote devant lui, il ne le voit pas, donc il va être obligé de s'avancer. Et si oui, s'il a quelqu'un adjacent, il attaque. Enfin, s'il a quelqu'un à portée 4, il fait une attaque il fait une attaque de tir avant de se déplacer, il fait une attaque de range. Et ensuite, c'est marqué zen. Donc après son attaque, donc là, c'est pas follow-up, c'est zen. Follow-up, ce serait s'il touche. Là, il n'a pas besoin de toucher, il touche pas. Il fait zen move pour être adjacent à l'adversaire qui a le plus de dégâts. Donc il essaye de courir vers celui qui peut atteindre et qui a le plus de dégâts. Et ensuite, il y a à nouveau un zen et il fait une attaque au corps à corps. Donc il refait une attaque. Donc en gros, lui, s'il est à 4 cases, il tire un coup. Il court, et s'il atteint quelqu'un, s'il arrive à atteindre quelqu'un, s'il n'est pas gêné, etc., il fait une attaque de corps à corps. Et cette attaque de corps à corps là a elle-même un follow-up. Je suis désolé, hein. Inflict poison, force 9. Alors force, attention. Attention, c'est-à-dire que la caractéristique c'est strength, c'est pas force. Là c'est plutôt difficulté 9, quand ça évite les trucs. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Si vous vous faites toucher, vous n'avez pas besoin de vous faire de prendre des dégâts. Il va falloir faire un test de conviction. Hop. Donc là, vous revenez à votre test de conviction de tout à l'heure. Hop. Voilà. Avec vos bonus. Et il va falloir faire 9 ou plus pour un peu comme un sort. Comme si c'était un sort qu'on vous lançait de difficulté 9. Voilà. Et si vous faites 9 ou plus, bah, vous prenez rien. Si vous faites 8 ou moins, vous prenez des dégâts. Vous prenez la condition poison. Qui est ici. Je sens que cette vidéo est longue et que personne ne va la regarder. Hop, vous avez la condition de poison. Vous prenez la condition de poison, vous la mettez, hop, derrière l'oreille. Donc, ça c'est un statut. Donc ça veut dire, alors la phase de statut, c'est-à-dire au début de votre tour, là où, au moment où vous gagnez vos points d'action, au moment où vous détapez vos cartes, enfin vous récupérez vos cartes exhaust, vous prenez un dé de purple. Irréductible damage. Donc vous prenez un dé de purple, vous lancez le dé. Ça peut faire 7. Ou ça peut faire 2. Les symboles ne font rien. Dans ce cas, c'est très 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 pénalisant. Surtout au début, que vous n'avez pas de moyen de retirer ça, sauf avec un consommable. Hop. J'avais vu que quelqu'un l'avait. Il y avait un baume. Ah bah il est là. Hop, par exemple, Rook commence avec un baume. Il peut retirer un effect, donc un token carré, d'un allié. Sachant que à la fin de l'encounter, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un repos ou pas, les tokens carrés comme le poison sont retirés. Donc le poison, ça fait très mal. Donc voilà, peut-être que commencer adjacent avec un adversaire, ok, il peut vous faire 3 attaques, il peut vous faire très mal. Mais bon, au moins vous pouvez pas vous faire poison. Donc il faudra voir. Donc si on répond oui à cette question-là, on fait son truc. Comme il n'y a pas de continue dawn tout en haut, je vais essayer de vous en trouver une pour vous le montrer. On sort de sa routine, il a fini son tour, on passe à la figurine de Kevsicle numéro 2, enfin suivante. Voilà, il faut toujours les faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc on suit toujours l'ordre des numéros. Sachant que les figurines d'ennemis ont la couleur et le numéro sur le socle, comme Ken Cunningham, comme moi, des petits problèmes de couleur.
Il a mis les numéros. Merci à lui. Et ensuite, si jamais... ensuite, on va suivre un. Est-ce qu'il peut bouger? Donc, il a 6 de mouvement. Et attaquer un adversaire à portée 4. Donc, si jamais on a répondu non aux 2 premières questions, on arrive là. Si on répond oui, bah, on fait ce qui est marqué là. Il bouge pour se mettre à la limite de portée. Donc, 4. Up to range 4. Donc, il faut qu'il se mette le plus loin possible, mais pour être quand même à portée pour tirer. Et ensuite, il fait une attaque de portée 4. Et il tire. Les ennemis font aussi des dégâts en supplémentaire avec les boucliers, les symboles. Ici, ils n'ont que plus 1 de dégâts par bouclier supplémentaire. Si jamais toutes ces étapes-là, elles sont pas valides, et ben, il fait rien, il bouge pas. Voilà, il bouge pas. Il y a une petite règle, qui est une règle d'urgence. Si jamais aucun adversaire n'a joué du tout pendant le tour, on gagne un token d'urgence. Quand on a 4 tokens d'urgence, on a perdu le scénario. Alors, ça sert à quoi? Ça évite que les gens y passent 15 tours à rien faire, à temporiser en voyant à 10 cases des ennemis, et à temporiser à pas avancer. Donc ça, le jeu vous oblige plus ou moins à avancer coûte que coûte, et à pas traîner 10 tours, on va tous se positionner à la case près, etc. Voilà, donc à chaque fois qu'aucun adversaire n'a joué pendant le tour, on prend ça. Alors nous, on utilise une règle un peu différente. C'est une petite règle maison, donc là vous n'êtes pas obligé de la suivre. C'est que si jamais quelqu'un aurait dû jouer pendant le tour, mais qu'il a été tué, on considère que quelqu'un aurait pu jouer pendant le tour. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif, c'est... alors, si personne n'a joué ou personne n'a spawné dans le tour, ça c'est la règle de base. Par exemple, si vous faites... Enfin bon, normalement, si quelqu'un apparaît pendant le tour, il joue, mais bon, la règle c'est si quelqu'un est apparu pendant le tour ou qu'il a joué, on met pas de token. Si personne n'a joué, personne n'est apparu pendant le tour, on fait... Enfin, comment ça s'appelle? On met un token. Donc c'est les tokens qui sont tokens d'urgency, ils sont là. Hop. Si vous en avez 4, donc c'est le groupe qui gagne ces tokens là. Hein. Si vous en avez 4, vous avez perdu le scénario et on lit la condition de lose comme si tous les aventuriers avaient été vaincus. Alors nous on fait ça, pourquoi? Parce que en gros, alors on pourrait ne pas le faire en fait en vrai parce que ça arrive pas souvent. En gros, tu pourrais être pénalisé à pas tuer un adversaire. Par exemple, si par le hasard de l'initiative, le mec il joue en dernier. Euh, euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'il est tout seul, il a 1 point de vie. Tu vas le laisser en vie, tu vas le laisser taper gratuitement pour ne pas risquer de mettre un token. Bon, nous ça nous convient pas trop. Ça change pas la vie, mais ça nous convient pas trop. On préfère clairement dire bah si vous avez tué le gars et qu'il aurait joué, il aurait été dans la capacité de jouer, bah on le tue pas quoi. Enfin on le tue pas, on prend pas le token. C'est qu'on a bien joué en fait de tuer les mecs avant qu'ils jouent. Ce serait un petit peu stupide de ne pas. Je crois que c'est la seule règle, c'est la seule house rule qu'on utilise vraiment. Alors je vais vous montrer quelque chose. Hop. Que j'ai des ennemis qui ont des continues d'eau. Et vous pouvez avoir... Non, alors je ne sais pas si je vais en avoir ici pour l'instant. Tout en bas, vous pouvez avoir un Otherwise. Par exemple, il y a des ennemis. Otherwise, move 4 vers le mec le plus... Voilà. Ceux-là, on peut pas se planquer. On peut pas se mettre loin en évitant qu'ils jouent. Quoi qu'il arrive, ils vont se déplacer vers vous. Bon, il y en a, je vais pas vous les... Ouais, ça va un peu vous spoiler. Et donc, il faut bien regarder si, juste avant le trait, vous voyez, hop, juste avant le trait pour passer à l'autre, il y a continue ou pas. S'il n'y a pas continue, on sort. S'il y a continue, bah, on doit lire le prochain losange en gras, là, et continuer son activation. Voilà, bah, vous savez pas mal de choses sur le jeu. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Ça vous fera une bonne introduction au jeu, j'espère.
Je pense que j'ai oublié des. Enfin, je pense qu'il y a des règles que bah, déjà, j'ai pu oublier des règles. J'ai pu. Vous serez pas à terme. Alors, vous pourrez commencer le premier scénario. Je pense que ça se fera assez facilement. Euh, je ferai peut-être des petites sessions s'il y a des gens qui veulent tester le premier scénario ensemble. Voilà. Je crois que c'est tout. Oubliez pas vos pouvoirs passifs de perso, tous vos pouvoirs d'items. On finit par en avoir beaucoup. On finit par avoir des 4 items là, avec des cartes d'amélioration. On améliore ces 4 items là, plus 3 reliques, plus 6, 7 pouvoirs. Ça devient assez riche. C'est aussi l'intérêt du jeu. Voilà, c'est aussi l'intérêt du jeu. Alors oui, on ne peut rien faire en dehors de son tour. On peut rien faire en dehors de son tour à part dodge. À part dodge en gros. Donc si vous dodge, c'est une action qu'on peut faire. On peut interrompre. On peut interrompre quelqu'un. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser le baume magique. Discard, remove an effect, an ability en dehors de votre tour. À vous. Pour pouvoir le faire, il faut que sur l'item ou la capacité soit marqué at any time. Voilà. Si c'est marqué at any time, vous pouvez tout à fait le faire en dehors de votre tour. Il y a des items de soins qui servent à ça. Et c'est pareil pour les tokens de soins. C'est marqué discard, c'est pas marqué at any time, donc il faudra le faire à votre tour. Voilà. Bon, c'était un peu long. J'espère que ça vous a plu comme introduction au mode ou au ça, ou un peu aux règles. Je réfléchis si j'ai rien oublié, mais ça suffira pour le moment. Bah à bientôt.